Évidemment, sur Boursorama, il faut qu'on revienne sur cette tournée européenne du président chinois. D'ailleurs, on a vu les images hier, on va les voir là. On s'y est mis à trois avec le président Macron, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker qui était là pour montrer ce front uni européen. Donc voilà, trois leaders qui ont parlé de cette même voix en défendant un multilatéralisme, un terme qui revient, mais pour le coup un peu rénové. Alors évidemment, il y a eu du business comme à chaque fois, et là on peut que s'en féliciter, des contrats notamment avec Record, avec Airbus, mais pourtant, bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Vous nous dites, vous, que derrière ce discours, encore une fois, chinois, sur ce besoin de multilatéralisme, de libre-échange, qui sonne doux évidemment aux oreilles des Européens, il y a de la part de la Chine et de Xi Jinping, on voit le président chinois, l'idée d'avoir toujours une approche, il y allez fort, hein, néocolonialiste, voire vous dites impérialiste. Vous y allez fort là, non? Ou c'est ça la réalité? Il ne faut pas avoir peur des mots. En tout cas, avec la Chine, il ne faut pas être naïf. Parce que la Chine, elle n'est pas naïve. Et alors, en fait, ce qui saute aux yeux, il faut regarder ce grand plan China 2025 qui a été proposé quelques années. Il faut regarder vraiment en détail ce qu'il y a dans ce plan. Qu'est-ce qu'ils veulent être en fait? La Chine veut être leader mondial dans un certain nombre de secteurs. Donc la Chine a le temps long et elle a les moyens. Donc elle a dit, nous, en 2025, on sera leader dans le véhicule électrique, on sera leader dans les panneaux solaires, dans la biotech, dans l'intelligence artificielle, dans la robotique, etc. Et elle a l'ambition d'atteindre ce que les économistes appellent la frontière technologique. C'est le niveau le plus avancé de la recherche technologique dans tous ces domaines. Et ça maîtrise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça maîtrise. Sauf qu'aujourd'hui, elle ne l'a pas. Ouais. Elle a cette ambition, elle ne l'a pas. Et au regard de ça, de cette ambition, l'Europe, c'est une formidable zone où elle peut acquérir, pour pas très cher finalement, et assez facilement jusqu'à présent, ce réservoir technologique, cette science. Et elle l'a fait en multipliant des achats dans des startups au cours des dernières années. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un basculement, il y a une prise de conscience quand même en Europe. Et la prise de conscience, elle est venue... Alors, la France avait une position un peu plus défensive que l'Allemagne depuis plusieurs années. Mais il y a eu un électrochoc, un traumatisme. Ça a été quand la Chine a racheté KUKA, c'est qui KUKA? Ce sont des robots. C'est des robots industriels. C'est une des plus grandes entreprises mondiales de robots industriels qui a été rachetée il y a 2 ans. Et pourquoi c'est un électrochoc d'ailleurs? Et ça a été un électrochoc parce que là l'industrie allemande et le gouvernement allemand a pris conscience que la Chine n'était pas un simple partenaire, parce qu'ils ont été pendant des années dans cette vision-là. La Chine, c'est un partenaire. C'est-à-dire qu'on leur vend nos voitures de luxe et puis ils vont nous acheter et on va leur acheter plutôt des biens d'équipement. Donc l'Allemagne avait une vision avec la Chine de donnant-donnant. Les choses ont profondément changé. Il y a eu un rapport très intéressant et qui a une sorte d'acte fondateur, hein, qui est un rapport qui a été publié en début d'année par la très puissante fédération industrielle allemande, où il détaille exactement ça en disant la Chine, on ne peut plus voir la Chine comme un partenaire, on voit la Chine comme un concurrent. Et ça change considérablement les choses. Mais Béatrice, l'impérialisme économique, encore une fois, c'est autre chose que racheter des startups, racheter KUKA, non? Et puis les Américains font pareil, que je sache, non? Alors c'est vrai, mais alors les Chinois, ils ont réinventé finalement les comptoirs, les comptoirs commerciaux qu'on avait, de la soie et du coton. Voilà, que les Portugais, les Anglais et nous-mêmes avons construit dans toute la construction de nos empires coloniaux. La Chine est en train de faire ça de façon plus masquée à travers ce formidable projet des routes de la soie. Alors les nouvelles routes de la soie. Alors les nouvelles routes de la soie, c'est un projet tentaculaire, pharaonique, avec des milliards et des milliards de dollars. C'est d'ailleurs très difficile de faire la somme de tout ce qui est annoncé. Et concrètement, c'est quoi? De projets d'infrastructures routières, ferroviaire, portuaire, à travers le monde. C'est-à-dire on voit bien à travers l'Asie centrale, pour relier l'Europe, à travers l'Europe centrale,
pour relier aussi l'Afrique. Et donc, ils sont en train de construire, il y a un immense chantier d'un port au Pakistan où il y a des milliers et des milliers d'entreprises chinoises qui sont là en train de construire un port au Pakistan. Et ils sont en train, ces routes de la soie arrivent jusqu'à ce marché européen qui est très très important pour la Chine. À travers ça, la Chine, elle, tient à consolider son modèle qui, malgré tout, reste basé sur les exportations. On nous a dit pendant des années... On va rééquilibrer. Là, on va rééquilibrer. C'était vraiment c'est un peu vrai, non? Et d'ailleurs, c'est pour ça que la croissance ralentit aussi en Chine. Mais je veux dire, dès que la croissance elle a ralenti, parce que le commerce mondial aussi a ralenti. Donc la puissance chinoise et la dynamique chinoise, elle reste très très fortement liée à la puissance exportatrice, qui est d'ailleurs beaucoup montée en gamme. C'est vrai que c'est plus l'usine de t-shirts du monde. Donc ces routes de la soie permettent de consolider ce modèle d'exportation, de sécuriser les approvisionnements, parce que la Chine a besoin de tout, on voit bien. Elle permet aussi de sortir, de sortir du retard de développement les régions qui sont les plus désenclavées, qui sont loin en fait des zones portuaires chinoises, et de les connecter directement vers l'ouest. Et puis ça permet en fait de concrétiser le rêve chinois qui avait été mis sur la table par Xi Jinping en 2013. D'ailleurs, les routes de la soie ont été inscrites dans la réforme de la Constitution qui a été votée en 2017. Ça montre à quel point c'est important. Pour l'Europe, Béatrice, ce projet, encore une fois, ce méga projet de route de la soie chinoise, ça a une traduction très concrète. Ah ben oui, ce sont des investissements massifs dans ce qu'on appelle donc ces infrastructures, donc les ports, les routes. Où est le problème? C'est stratégique? C'est stratégique. C'est stratégique? On est menacé par ces investissements dans des ports ou dans des routes? Alors, ils sont très importants. Aujourd'hui, il faut voir que ces investissements, notamment dans les ports, et là, les ports, ce sont directement par exemple, on peut prendre l'exemple du port du Pirée, mais en Grèce, c'est le lieu d'accueil c'est le tuyau qui amène ces produits chinois sur le marché européen. Donc, c'est quand même assez stratégique pour eux. Et donc, ces investissements dans les infrastructures, ça représente aujourd'hui plus de 51% du total des investissements chinois en Europe. Ça montre à quel point c'est très, très important. Et la Chine a aujourd'hui investi dans 5 des 10 plus grands ports européens. Elle a signé la semaine dernière, quand ils étaient en Italie, un accord avec le port de Trieste, donc en Italie. Et derrière ces investissements chinois, dans la quasi-totalité des cas, ce sont des entreprises d'État et donc le gouvernement chinois. Qui est derrière. Évidemment. Et donc, il y a une stratégie. En quoi c'est effrayant, encore une fois, de ce néocolonialisme chinois? En quoi est-ce que nos intérêts vitaux stratégiques sont menacés? En quoi est-ce que ça fait peur? En quoi ça fait peur? Ça montre quand même qu'il y a une gestion qui est très très pensée en amont de de développement, de développement international et pas simplement de coopération. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui, elle veut bien la coopération quand en face il n'y a pas de front pour stopper son développement, mais sinon elle est clairement pas du tout dans une stratégie de coopération internationale. Elle avance ses pions, elle divise l'Europe et on voit bien, elle a un groupe, elle a mis en place ce qu'on appelle le fameux groupe 16+1 avec une grande partie des pays d'Europe centrale avec lesquels elle discute directement pour diviser l'Europe et pour avancer ses pions. Voilà donc, c'était le point de vue aujourd'hui de Béatrice Mathieu. Billet d'humeur, donc signé par notre amie Béatrice, rédactrice en chef donc à l'Express, qu'on retrouve évidemment tous les 15 jours, c'est ça? Voilà. Allez, bonne journée, bye.